Et yo, what's up tout le monde, c'est Smartboy. On se retrouve aujourd'hui sur ce plan donc face caméra pour vous parler du deuxième volet de la Poké-analyse. Le premier volet, je vous avais expliqué un peu grosso modo, vraiment de manière très introductive, le marché français des cartes Pokémon. Et donc là aujourd'hui on va parler, je vais essayer de développer le sujet, mais quelques astuces sur comment bâtir une collection Pokémon à moindre coût. Alors à moindre coût ne veut pas dire gratuit, voilà, gratuit ça n'existe pas, mais en tout cas essayez de limiter vos coûts sur vos achats Pokémon et sur la manière dont vous collectionnez. Le premier point, il va y avoir 3 points. Le premier point, ça va être définir son profil de collectionneur. Dans le deuxième point, je vous donnerai mes astuces personnelles, qui vous verrez sont pas extraordinaires, mais en tout cas voilà. Et ensuite, le troisième point, ce sera un peu une petite parenthèse sur les ouvertures. Voilà. Alors le premier point, c'est définir son profil de collectionneur. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que comme vous le savez, Pokémon existe depuis plus de 20 ans maintenant. L'année dernière, ils ont fêté leurs 20 ans. Qu'il y a énormément de séries, qu'il y a énormément de cartes, qu'il y a plusieurs langues. Et donc l'idée, lorsqu'on définit son profil de collectionneur, c'est déjà qu'est-ce que je collectionne. C'est-à-dire qu'est-ce que vous avez envie de collectionner. Premièrement, est-ce que vous voulez collectionner que le français? C'est possible. Secondement, est-ce que vous préférez collectionner le japonais? Est-ce que vous préférez collectionner l'US, c'est-à-dire l'anglais, tout ce qui est sorti en Amérique ou en Angleterre? Voilà, ça c'est déjà important parce que vous savez qu'il y a des séries qui existent dans les 3 langues, d'autres séries qui n'existent que dans certaines langues. Je prends par exemple Gym Heroes et Gym Challenge, qui eux n'existent qu'en US et qu'en japonais. Pareil pour Skyridge, qui existe qu'en US et qu'en japonais, ce ne sont pas des cartes qui sont sorties en français. Donc voilà, si vous voulez vous les procurer, il va falloir que vous choisissiez soit l'un, soit l'autre. Donc qu'est-ce que vous êtes prêt à collectionner? Ensuite, quel bloc? Est-ce que vous voulez vous concentrer sur Wizards, en sachant que les cartes sont extrêmement chères? Est-ce que vous préférez vous concentrer sur le bloc X? Pareil, les cartes sont extrêmement chères. Est-ce que vous préférez vous collectionner le bloc Platine, le bloc AGSS, etc. etc. C'est-à-dire, quelles sont vos préférences? Ensuite, est-ce que vous voulez collectionner le scellé? Si oui, quel bloc? Encore une fois, est-ce que vous voulez collectionner du scellé du bloc, par exemple, Wizards, à savoir les séries type set de base, etc. etc. Et dans ce cas-là, les sommes dépensées vont être plus importantes. Voilà, c'est important tout ça parce que c'est ce qui va vous permettre de définir vos préférences et du coup après d'adapter le budget en fonction de ce que vous voulez collectionner. Ça ne vous coûtera pas le même budget de collectionner Wizards ou de collectionner AGSS par exemple. Voilà, les cartes AGSS sont relativement peu chères. Les cartes Wizards et les cartes du bloc X sont beaucoup plus élevées. Ensuite, est-ce que vous voulez collectionner les cartes gradées? C'est-à-dire, est-ce que vous voulez lancer une collection de cartes PCA et PSA? Dans ce cas-là, c'est pareil, le budget sera pas le même. Est-ce que vous voulez vous-même faire grader vos cartes? C'est-à-dire, du coup, il va falloir que vous vous procuriez les cartes que vous voulez faire grader. Par exemple, je sais pas moi, les full art, et puis les envoyer chez PCA. Donc ça encore, c'est des coûts. Est-ce que aussi vous voulez collectionner un Pokémon en particulier? Moi, par exemple, je collectionne Mewtwo et Lugia, entre autres de mes collections. Mais voilà, ce sont 2 Pokémon sur lesquels j'essaye de réunir plus de cartes qu'un autre Pokémon, par exemple. Ou alors Dracofeu, par exemple, aussi. Voilà. Et enfin, est-ce que vous voulez collectionner uniquement le 9? Puisque vous le savez, le 9 coûte beaucoup plus cher, puisqu'il y a une offre de la part des vendeurs qui est beaucoup plus faible, et une demande bien évidemment qui est un peu plus croissante, sauf que collectionner le 9, pour certains blocs, je pense à Wizards et à X, c'est extrêmement compliqué, ou alors c'est extrêmement cher, voire les deux. C'est-à-dire qu'il y a très peu de cartes qui sortent sur le marché, et quand elles sortent, elles sont très chères. Voilà. Donc ça c'est important parce que vous ne pourrez pas tout collectionner. Sauf si vous avez un budget démentiel, dans ce cas-là c'est encore un autre débat, mais si vous avez un budget relativement standard, classique, vous ne pourrez pas tout collectionner. Vous ne pourrez pas collectionner tous les blocs et collectionner toutes les langues. Donc voilà, il va forcément falloir que vous fassiez des impasses, entre guillemets, sur certaines séries ou sur certains blocs. Voilà, moi par exemple, j'ai décidé de ne pas collectionner pour l'instant, ça ne veut pas dire que ça n'évoluera pas, mais j'ai décidé de ne pas collectionner toute la période qui s'étend de Diamant et Perle à AGSS. Platine, AGSS, Diamant et Perle, je ne collectionne pas. Pour l'instant, encore une fois que j'aurai terminé mes objectifs que je me suis fixés, dans ce cas-là, pourquoi pas élargir un peu ma collection à ces blocs-là. Mais pour l'instant, je préfère me centrer sur le Wizard, par exemple, que je collectionne particulièrement.
Voilà, donc ça c'est important de définir son profil de collectionneur, vraiment. Et ça prend du temps. Ça prend le temps de savoir quel est le budget et qu'est-ce qu'on peut s'offrir ou pas. Voilà, c'est bien beau de dire je veux collectionner que le Wizards en neuf, sauf que le Wizards en neuf, et encore, quand vous achetez à un vendeur, vous n'êtes pas forcément sûr que ce soit 100% neuf. Donc à ce principe-là, il faudra collectionner du PCA, et dans ce cas-là, ça va monter très haut au niveau des prix. Donc c'est centrer sa collection. Voilà, sur quoi je veux vraiment centrer ma collection et investir mon budget. Voilà. Ensuite, est-ce que vous êtes un ouvreur de boosters ou est-ce que vous préférez acheter les cartes à l'unité? C'est pas la même chose, hein. Ouvrir des boosters, il y a le côté aléatoire, le côté approximatif. Pour un collectionneur, ça me paraît étrange de pas être à la fois un ouvreur de boosters et à la fois et acheter des cartes à l'unité. Parce que quand vous aimez Pokémon, c'est compliqué de résister à ouvrir des boosters. Voilà, enfin c'est ça aussi la magie de Pokémon, hein, c'est ouvrir des boosters, ne pas être sûr de ce qu'on va choper dans les séries. Voilà, c'est ça qui est intéressant, c'est ça l'attrait aussi. C'est est-ce qu'on va piocher une ultra rare, est-ce qu'on va pas piocher une ultra rare. Enfin voilà, c'est aussi ça qui est un peu magique dans Pokémon entre guillemets, hein, magique. Mais voilà, pour moi ça fait partie du collectionneur d'ouvrir aussi des boosters. Mais après voilà, certains ont choisi une politique différente. Chacun fait comme il veut. Voilà, ou alors est-ce que vous préférez, comme je vous disais, acheter des cartes à l'unité? C'est-à-dire que par exemple, allez, pour une série, vous allez ouvrir deux displays. Je pense Gardien Ascendant, par exemple, vous allez ouvrir deux displays. Vous allez choper en moyenne, dans un display, c'est entre 6 fourchettes basses et 8 ultra rares. Donc sur deux displays, vous allez avoir entre 12 et 16 ultra rares. Après, qu'est-ce que vous voulez faire? Est-ce que vous voulez encore acheter un display au risque d'avoir des doubles, etc., etc. Ou est-ce que vous préférez acheter les cartes à l'unité? Pareil, est-ce que vous cherchez à avoir les séries complètes? Ou est-ce que vous voulez collectionner que certaines cartes en particulier? Par exemple, pour XY, je ne collectionne pas tout ce qui est commune, peu commune, rare et holo. Je collectionne que les full art et les secrètes. Voilà, c'est un parti pris. Par exemple, à contrario, pour Wizards et pour X, je collectionne tout. C'est-à-dire, je collectionne toutes les séries. Je collectionne à la fois les communes, les peu communes. J'essaie d'avoir les rivers, j'essaie d'avoir les secrets, j'essaie d'avoir les ultra rares, etc. Voilà. Donc après, quelle est votre politique? Vous pouvez très bien sur un bloc dire, ben voilà, pour ce bloc-là, je vais collectionner uniquement les secrètes ou uniquement les ultra rares, les full art. Et puis sur un autre bloc, dire, je collectionne uniquement que les communes, peu communes, par exemple. Il n'y a pas de honte, hein, je veux dire, chacun collectionne comme il le veut. Voilà, il n'y a pas de vraie vérité absolue. Certains vont collectionner que les GX et les X, ça restera comme une belle collection, et d'autres collectionneront que les full art. Il n'y a pas de collection plus prestigieuse que les autres. Voilà, une collection, ça reste une collection. C'est pas une compétition, quoi. Je veux dire, c'est pas celui qui a la plus grosse que l'autre. Donc, je veux dire, vous sentez pas en infériorité entre guillemets si vous décidez pour un bloc de collectionner que les GX ou que les X. Voilà, il n'y a aucune honte à ça, il n'y a aucun problème. Voilà, chacun collectionne comme il le veut et encore une fois avec ses moyens. Voilà. Excusez-moi, je bois un peu. Pour les séries complètes, si vous cherchez à les collectionner à 100%, est-ce que vous cherchez à avoir le Master Set aussi? Le Master Set, c'est-à-dire collectionner aussi les Rivers. Voilà, encore une fois, ce sera des coûts supplémentaires. Parce que vous le savez que dans une display, vous allez avoir 36 Rivers. Par exemple, dans Soleil et Lune 1, vous avez combien de cartes? Il y a 149 cartes dans Soleil et Lune 1 sans compter les secrètes. Donc ça veut dire que ça vous laisse environ, si vous enlevez les GX simples et les full art, ça vous fait entre guillemets, allez, plus d'une centaine de cartes à avoir en reverse. Donc du coup, ça peut être compliqué. Mais encore une fois, voilà, ça peut être un objectif, hein. Certains aiment avoir leur classeur qui brille de partout et aiment avoir le master set. Encore une fois, aucun problème avec ça. Chacun fait comme il veut. Et ensuite, le dernier volet, entre guillemets, le dernier point de son profil de collectionneur, c'est quel est votre budget par mois. Ça, c'est très important parce que vous allez vous fixer, en fonction du budget que vous allez vous fixer, eh ben, vous allez plus ou moins avancer vite votre collection, etc., etc. Et encore une fois, il n'y a pas de honte. Chacun avance comme il le peut. Mais par exemple, vous ne pourrez pas atteindre les mêmes objectifs, vous ne pourrez pas collectionner la même chose avec un budget de 100 euros qu'avec un budget de 500 euros par mois, par exemple. Voilà. Si, mettons, vous cherchez à collectionner le bloc Wizards en 100% neuf, y compris les holos, avec 100 euros par mois, je vous arrête tout de suite, vous n'allez pas récupérer grand-chose, en tout cas pour les holos. Pour les communes, peu communes et les rares, ce sera encore autre chose. Mais pour les holos, bon, jusqu'à Rocket, à la limite, vous en sortirez. Dès que vous passez Néo,
Surtout si vous cherchez de l'édition 1, 100 €, vous aurez peut-être une carte, allez, si vous en tirez bien, deux cartes. Peut-être 3 pour Neo Genesis, parce qu'il y a des cartes qui cotent pas non plus extraordinairement cher, y compris en édition 1 et même neuve, mais néanmoins ce sera un gros budget. Donc après voilà, à voir, est-ce que vous préférez avoir une grosse collection, ou est-ce que vous préférez avoir quelques petites pièces qui vont coter un peu plus, etc. etc. Voilà. Encore une fois, il n'y a pas de bonne manière de faire, chacun fait comme il le veut, c'est ça le plus important, c'est que chacun fait comme il le veut avec sa collection, et comment il s'y retrouve lui dans sa manière de collectionner. Voilà. Ensuite, du coup, je vais vous donner mes petites astuces personnelles. Donc, avant de parler de mes astuces, je vous reviens sur définir son profil. Donc, qu'est-ce que je collectionne? Est-ce que je préfère ouvrir ou acheter des boosters, des cartes à l'unité? Et quel est mon budget? Voilà, c'est vraiment les 3 points les plus importants à définir avant de vraiment de se lancer dans une collection. Sinon, vous risquez de vous éparpiller et d'avoir des collections un peu biscornues. Encore une fois, si ça vous dérange pas, c'est pas voilà. Moi, je sais que je préfère me centrer sur un truc, me fixer un objectif et me dire voilà, je vais essayer d'atteindre mon objectif et puis une fois que je l'aurai terminé, je passerai à un autre objectif. Du coup, mes astuces personnelles. Donc, je vous en ai déjà un peu parlé, mais voilà, se centrer sur une collection, un bloc. Est-ce que je préfère collectionner tel Pokémon? Dans ce cas-là, voilà, je cherche toutes les cartes à l'effigie de Dracofeu, Lugia, etc., etc. Et croyez-moi, il y a bien à faire. Mais ça peut être des Pokémon un peu moins connus, entre guillemets. Hein. Ça peut être un starter, par exemple Salamèche, ça peut être Moustillon, voilà, etc., etc. Peu importe. Fenard, par exemple. Un coucou à Mister Fenard, d'ailleurs, s'il passe par là. Je sais que lui, c'est un grand collectionneur de Fenard. Voilà, moi, comme je vous l'ai dit, je collectionne Wizards, X, Noir et Blanc, XY et Soleil et Lune. Voilà. Tout ce qui est entre le bloc X et le bloc Noir et Blanc, pour l'instant, je n'y touche pas. Parce que j'ai déjà bien à faire avec ce que je collectionne, hein, comme vous le voyez, hein, je reçois pas mal de petites choses. J'ai déjà bien à faire avec ça. Voilà. Et une fois que j'aurai terminé ça, et ben dans ce cas-là, je pourrais me fixer d'autres objectifs. Du coup, ça m'en vient au deuxième point, se fixer des objectifs. Voilà. Par exemple, comme je vous l'ai dit dans une précédente vidéo, j'ai pour objectif de terminer toutes les Holo Wizards avant fin 2017. Donc il m'en reste à peu près 25 à avoir. Je me suis fixé cet objectif. Ça me laisse 6 mois. C'est largement faisable. Si je suis un peu moins exigeant sur les états, je peux les trouver. Mais du coup, voilà, c'est important de se fixer des objectifs. Ou par exemple, je veux avoir toutes les full art de telle ou telle série lors de ce mois-là. Voilà, par exemple, il me manque une dizaine de full art de la série, je sais pas moi, Impulsion Turbo par exemple. Je me dis, voilà, ok, ce mois-ci, je consacre mon budget de X euros à acheter les full art de Impulsion Turbo. Reste à savoir si mon budget va me permettre de les avoir en neuve. Si c'est le cas, eh bien tant mieux. Si c'est pas le cas, il va falloir que je fasse un petit effort sur les états. Quitte à après rechercher ces mêmes cartes que je n'aurais pas récupérées en neuf dans d'autres états. Voilà. Ensuite, un aspect important de la collection, c'est la question financière. Voilà, c'est important. On a parlé jusque-là de budget, etc. Bien sûr que quand on collectionne, il y a un aspect vente, échange, achat. C'est important, on n'a pas le choix. Je veux dire, sauf si vous avez un budget illimité, il va falloir, dans certaines de vos réceptions ou dans les cartes que vous avez, en céder quelques-unes à l'échange ou à la vente pour pouvoir acheter d'autres choses. C'est important, je veux dire, sauf si, comme encore une fois, voilà, vous pouvez vous permettre de ne pas céder de cartes, mais c'est important, je trouve, d'avoir cette notion-là parce que vous avancez un peu plus vite comme ça. Ça permet de compléter plus facilement. Voilà, quand par exemple vous avez, admettons, vous ouvrez deux displays SL2 et vous chopez, malheureusement, entre guillemets, vous chopez des doubles. Vous avez, je dis n'importe quoi, un Lougarok GX en double et un Fenard GX en double. Eh ben, certains peuvent choisir de les garder, bon, voilà, et le mieux, c'est de les échanger, voilà. Le mieux, c'est de les échanger contre une carte que vous n'avez pas. Par exemple, j'ai 2 fois Fenard GX d'Alola en full art, mais je n'ai pas Lougarok GX. Et ben, du coup, je vais essayer de la mettre en échange contre cette carte-là. Voilà, ça vous permettra de pas dépenser d'argent pour avoir le Lougarok, et puis ça vous permettra de vous séparer de votre double et de compléter votre collection. Voilà. Après, certains préfèrent vendre, voilà. Certains préféreront vendre Fenard GX d'Alola, et puis se racheter 2 GX derrière, ou garder un peu l'argent pour racheter d'autres choses, etc., etc. Voilà. Chacun, encore une fois, fait comme il le veut. Ensuite, une des astuces que je peux vous donner, c'est d'acheter en lot. Alors, quand je dis acheter en lot, c'est-à-dire acheter plusieurs cartes en même temps.
C'est important parce que ça va vous permettre d'avoir de la monnaie d'échange. Voilà, par exemple, vous allez vous allez acheter une dizaine de cartes et sur ces 10 cartes, il n'y en a que 5 qui vous intéressent et les 5 autres ne vous intéressent pas. Et ben, ces 5 autres-là, vous allez pouvoir les mettre à l'échange ou à la vente éventuellement. Et ça va vous permettre d'avoir de la monnaie d'échange pour pouvoir récupérer des cartes. Si vous les avez en double, par exemple. Ou si elles ne vous intéressent pas, admettons, j'en sais rien, vous allez récupérer un lot, vous allez avoir 5 X du bloc XY, et puis dedans, il y aura 3 Prime et 2 niveaux X. Si vous collectionnez pas AGSS, Platine et Diamant et Perle, les Prime et les niveaux X ne vous serviront à rien. Donc ce que vous ferez, c'est que soit vous les vendrez pour récupérer un peu d'argent, soit vous les échangerez. Voilà, ça ce sera le principe. Ça ce sera le principe. Voilà. Donc euh, c'est un bon compromis, les lots entre l'acheteur et le vendeur. L'acheteur, pourquoi? Parce que l'acheteur, enfin d'abord pour le vendeur. Le vendeur, lui, si vous voulez, il a un gros lot de cartes. Les vendre à l'unité, ça lui prendrait un temps fou. S'il a besoin d'argent rapidement, il va pas s'en sortir. Donc l'idée, c'est que l'avantage de vendre en lot, c'est qu'il va récupérer une grosse somme d'argent rapidement. Après, l'inconvénient pour le vendeur, c'est qu'il sait très bien que s'il veut vendre rapidement, il va falloir qu'il soit en dessous du prix de la cote. Je dis n'importe quoi, mais par exemple, il a un lot de 100 cartes. Ces 100 cartes-là sont, s'il les vendait au détail, il pourrait en avoir pour 7, 800, 900 euros, admettons. Il va pas les vendre ce prix-là, sinon ce sera pas intéressant pour l'acheteur. Il y aura aucun intérêt pour lui, donc il va les vendre peut-être 600 euros. Voilà, fourchette basse, de sorte que lui il puisse récupérer son argent rapidement et que l'acheteur lui ait l'intérêt de, en dépensant une grosse somme, de pouvoir s'en sortir après, s'y retrouver quoi. Et donc du coup voilà, pour l'acheteur, ça a l'avantage de récupérer un gros lot. Voilà, et ça c'est bien, parce que ça fait de la monnaie d'échange. Il le récupère moins cher qu'au détail, s'il s'en sort plutôt pas mal. Et ça lui permet de compléter rapidement. Et encore une fois, dans ce lot-là, admettons il a un lot de 100 cartes, il y en aura peut-être une quarantaine qu'il ne va pas garder. Donc du coup, soit il les mettra à l'échange, soit il les mettra à la vente. Et ce qu'il récupérera à l'échange lui permettra de compléter ses collections, etc. etc. L'inconvénient, bien sûr, pour le vendeur, c'est qu'il faut sortir une grosse somme d'un coup. Et ça, tout le monde ne peut pas se permettre. 500-600 euros, ça reste une somme énorme. Même si on sait derrière qu'à la vente ou à l'échange, on va pouvoir s'en sortir plutôt pas mal, c'est une grosse somme à sortir. C'est un risque aussi parce que vous pouvez très bien vous rester sur les bras. Les cartes que vous allez vouloir vendre ou échanger peuvent très bien vous rester sur les bras pendant des mois. Et dans ce cas-là, c'est de l'argent qui dort. Et ça, c'est un peu compliqué parce que ça vous empêche de pouvoir réinvestir dans d'autres objets pour ouvrir ou etc. etc. Donc voilà, c'est un bon compromis à trouver. C'est un petit jeu, mais si vous pouvez vous le permettre. Oh, excusez-moi encore une fois. Hein. Si vous pouvez vous le permettre, je vous le conseille. Voilà, des fois, il vaut mieux acheter un gros lot et puis se séparer d'une partie pour autofinancer ce qu'on garde. Quoi. Concrètement, c'est un peu l'idée. Et voilà, moi je procède un peu comme ça. Vous avez vu, hein, j'ai déjà reçu des énormes lots. Certaines ont été à l'échange, d'autres ont été à la vente parce que j'avais à l'heure actuelle rien que je recherchais particulièrement, ou en tout cas personne n'avait ce que je recherchais, ou ne voulait pas me l'échanger contre ce que moi je mettais à l'échange, donc j'ai vendu. J'ai récupéré l'argent et puis j'ai racheté d'autres choses. J'ai racheté des objets scellés pour ouvrir, j'ai racheté des choses pour financer les ouvertures de la chaîne, j'ai racheté des cartes pour ma collection, voilà. Et je trouve qu'il n'y a pas de honte à faire ça. Enfin, je veux dire, c'est tout le monde est gagnant au final. Ça fait marcher le marché entre guillemets, c'est-à-dire qu'on alimente le marché de certains produits, etc. Tout le monde fait ça. Je veux dire, c'est un collectionneur qui collectionne beaucoup de choses. Euh, Fera ça s'il veut s'en sortir au niveau de la collection. Surtout s'il a un budget relativement restreint. Si vous avez un budget illimité et que vous pouvez vous permettre de dépenser 1000 à 1500 euros par mois pour acheter certains items, encore une fois, je vous le souhaite, hein, tant mieux. Hein. Là, vous n'êtes pas concerné par cette question-là. Vous chercherez évidemment les objets les plus prestigieux parce que voilà. Mais si vous avez un budget un peu serré, c'est un bon compromis. Voilà, c'est un bon compromis. Et encore une fois, il y a des lots qui ne sont pas forcément à des centaines d'euros. Voilà. Ensuite, l'autre astuce que je vous donne, c'est se lever tôt pour faire les brocantes. Alors, je suis pas un bon exemple puisque je ne le fais que rarement, puisque j'ai des semaines un peu compliquées et donc du coup, je vous avoue que le week-end, je prends le temps un peu de me reposer. Mais si vous êtes du matin, très franchement, levez-vous pour faire des brocantes parce que c'est là que vous faites les meilleures affaires au meilleur prix. Et c'est là que vous avez l'occasion de compléter vos collections pour quasiment peanuts. Voilà. Après, attention, parce qu'il y a de plus en plus de revendeurs pros en brocante. Mais si vous achetez des particuliers,
Voilà, généralement, vous trouvez les cartes entre 10 et 20 centimes. Allez, par moment 50 centimes, 1 euro pour certaines cartes. Mais voilà, ça vaut le coup de collectionner, enfin de construire aussi sa collection en brocante. Après, l'inconvénient, c'est que vous aurez rarement du neuf en brocante. Donc voilà, il faut pouvoir accepter de ne pas collectionner que du neuf. En brocante, vous aurez rarement des cartes 100% neuves, mint, qui iront chez PCA. Voilà. Mais après, voilà, c'est chacun un peu sa politique. Ensuite, bien sûr, c'est de développer son réseau pour faciliter vos transactions. C'est-à-dire que quand vous achetez quelque chose, si vous connaissez du monde qui recherche ça, c'est plus facile à trader. Pareil, quand vous recherchez quelque chose, si vous avez des personnes qui autour de vous, que vous connaissez, qui sont de confiance, ont ce que vous recherchez, eh ben, ça vous permettra de pouvoir avoir des objets que vous aurez peut-être mis beaucoup de temps à avoir, que vous auriez peut-être payé plus cher, parce que vous les auriez achetés sur eBay ou à des vendeurs pro, entre guillemets, et donc du coup, vous les auriez payés potentiellement plus cher. Donc c'est vrai que d'avoir un réseau autour de soi, d'avoir des collègues, des amis, des collectionneurs aussi, d'une part ça permet de ne pas s'emmerder, parce que c'est vrai que quand vous collectionnez tout seul dans votre coin, c'est pas très très marrant. Donc le fait d'avoir des collectionneurs autour de vous, bah, c'est sympa, vous pouvez parler Pokémon, hein. Il n'y a pas longtemps de ça encore, j'ai passé quasiment 5 heures au téléphone en 2 fois dans une journée avec un collectionneur, avec qui j'ai pris beaucoup de plaisir à parler. Voilà, qui est devenu un collègue, hein, que j'espère rencontrer un jour en vrai. Mais voilà, et puis il y a plein d'autres personnes avec qui je passe du temps au téléphone, hein, et puis voilà, c'est plus sympa. Disons que la collection est plus dynamique comme ça et plus intéressante. On se fait des potes et c'est plutôt cool, c'est bon enfant. Donc voilà, c'est un petit conseil que je peux vous donner, c'est de développer son réseau. Et enfin, ça c'est très important, prenez le temps. Prenez le temps pour trouver l'objet que vous cherchez au meilleur prix. Ça c'est important parce que quand on se précipite, des fois on achète un objet sur un coup de tête. Alors de temps en temps ça fait du bien d'acheter un achat plaisir, hein. Je veux dire, on n'est pas forcément toujours obligé de chercher la bonne affaire. Il y a plein de choses que j'ai achetées au prix, voire plus cher. Enfin très souvent au prix et parfois plus cher. Et puis il y a de temps en temps des fois où j'ai acheté des trucs en faisant une bonne affaire. Voilà, encore une fois en achetant un lot ou quoi. Mais voilà, prenez le temps. Il fut un temps, quand je me suis lancé dans la collection de scellés pour le bloc XY, je cherchais les blisters Vigueur Spectral. J'ai mis 3 mois pour trouver des blisters Vigueur Spectral à l'unité. Et auparavant, ce qui est ressorti, c'est des duopacks que j'avais payé une fortune. Je me souviens, je vous parle de ça il y a un an. J'avais payé les duopacks 20 € unité. Bien trop cher pour ce que c'était, mais je voulais compléter. Donc, du coup, je me dis que c'était mieux que rien. Et finalement, j'ai réussi à trouver les blisters à 32 € les 4. Et puis, dans les 2-3 mois qui ont suivi l'achat que j'ai fait des blisters, il s'est ressorti par 2-3 fois. Voilà. Donc, ne vous précipitez pas, ça ne sert à rien, prenez le temps. Des fois, il vaut mieux patienter un peu et trouver le truc au juste prix plutôt que de se précipiter et d'acheter un truc par dépit plus cher que ce que ça vaut. Voilà. Et le dernier petit volet que je voulais développer, c'est pour les ouvertures. Alors, pour les ouvertures, le conseil que je peux vous donner, c'est d'acheter des displays. Encore une fois, c'est un peu plus cher, mais vous avez un ratio d'ultra garanti. C'est-à-dire que dans un display, vous choperez entre 6 et 8 ultra, c'est garanti. Les boosters en loose, eh ben, sauf si la personne est honnête, vous pouvez vous retrouver avec des boosters triés et vous aurez peanuts dedans, donc ce sera perdu. Les tripacks, ça peut être intéressant si vous êtes joueur, c'est-à-dire que par exemple pour un display à 140 €, vous pourrez choper, allez, si vous en sentez pas trop mal, entre une dizaine et une douzaine, 13 tripacks. Ça peut être très intéressant parce que les tripacks, voilà, je vous en ai déjà ouvert sur la chaîne, j'ai eu des grosses pioches. Dont des foulards, des secrètes, etc. Disons que dans un display que vous allez acheter, vous allez avoir un nombre défini de X ou de GX. Généralement, ça va être entre 4, 3, 4, éventuellement 5. Vous aurez peut-être 2-3 foulards et si vous avez de la chance, une secrète. Voilà, ce sera défini. Alors que dans des tripacks, vous pourrez choper 3 secrètes, comme 5-6 foulards, comme 10 GX par exemple, si vous avez beaucoup de chance, comme 0, voilà, ça peut arriver. Donc vous n'êtes pas sûr. Mais ça, des fois, ça vaut le coup de le tenter, d'acheter des gros lots de tripack et de tenter un peu, voilà, voir si on peut s'en sortir un peu mieux. Voilà, et ben écoutez, comme je vous le disais, voilà, pour finir, ça peut s'avérer très payant comme catastrophique si on joue un peu à la loterie avec les tripacks ou avec des boosters en loose. Voilà, et ben écoutez, le deuxième volet de cette Pokéanalyse est terminé. Il aura duré à peu près 25 minutes. C'est un peu plus long que ce que j'imaginais, mais voilà, c'est un sujet qui est aussi
un peu plus important à développer. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à aller voir le premier volet de la Pokéanalyse, hein, je vous le mettrai ici ou là, je sais pas exactement, enfin bon voilà. Et puis à vous mettre un petit pouce bleu si ça vous a plu, à commenter, hein, parce que l'idée c'est de débattre aussi, hein, donc si vous avez des questions, si vous avez des choses que vous n'avez pas bien compris, n'hésitez pas à me poser des questions en commentaire, j'y répondrai avec plaisir. Et puis voilà, vous abonnez si vous rejoignez la chaîne, hein, il y aura d'autres volets de Pokéanalyse très prochainement. Voilà, et puis ben moi je vous dis à très vite, à mercredi pour une ouverture, et puis d'ici là, portez-vous bien, et très bon week-end. Ciao ciao tout le monde!